je me dis tout de suite assez philosophiquement que il ne peut pas y avoir du mauvais, mais qu'il peut y avoir aussi beaucoup de learnings, d'apprentissage et de positif derrière tout ça. Donc, si on fait un peu fi de toute cette dimension crise sanitaire qui a touché notre planète, qu'est-ce que j'en ai ressorti d'une manière extrêmement positive? Déjà, je pense qu'on a fait en 3 mois un saut en avant d'au moins 5 ans. Pour nos entreprises en général, je ne parle pas chez Everroad. Il y avait beaucoup de questions depuis une dizaine d'années de théoriciens, etc., sur le télétravail. On avait plein de débats là-dessus. En fait, du jour au lendemain, on y est passé. Et ça, on l'a vu, je pense, dans les boîtes de transport et dans les grands commissaires de transport. C'était pas quelque chose qui était aisé et facile à réaliser du jour au lendemain. Nous, on avait beaucoup de clients qui nous ont dit bah oui, mais nous, nos commissaires de transport, d'avoir un téléphone qui fonctionne avec de la 4G pour les 20 000 personnes du territoire qui bossent de chez eux demain, c'est pas une chose qui est facile et qui est réalisable du jour au lendemain. Donc déjà, nous, c'était, on va dire, une aubaine parce qu'on était déjà habitués à travailler à distance. On a une grande partie de nos départements, de nos équipes qui bossent à distance depuis assez longtemps. Donc en fait, on a pu déjà être extrêmement réactif du jour au lendemain pour tous nos clients. Et la réactivité, en fait, c'est là qu'elle se mesure, c'est dans les crises, dans les situations complexes. Et quand vous montrez à vos clients que vous êtes extrêmement serein et réactif quand eux le sont moins, je pense qu'on gagne on gagne dans la relation commerciale et on en sort grandi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a mis en place une plateforme digitale qui permet d'organiser des heures de transport, que ce soit spot ou contractualiser des flux réguliers d'une manière extrêmement simple et rapide. Aujourd'hui, on avait pendant cette crise des clients qui cherchaient à réaliser des besoins de transport en urgence. On a quand même, je le rappelle, 70% de notre chiffre d'affaires provient de très grands comptes, en partie également liés à la grande distribution. Donc, on travaille avec des sociétés comme Casino, comme Unilever, comme Procter & Gamble. Et en fait, ils avaient besoin certaines journées d'expédier leurs marchandises d'une manière extrêmement simple et réactive. Grâce à notre plateforme, ils ont accès déjà à un prix en temps réel, ce qui est assez innovant, parce qu'ils n'ont pas besoin de passer 10 coups de fil pour en trouver un. Et on a des algorithmes de pricing qui permettent d'utiliser les informations d'offre et demande pour trouver le bon prix en temps réel. Deuxième point, ils ont accès à une capacité qui est extrêmement forte. On travaille maintenant avec plus de 10 000 sociétés de transport sur le périmètre européen, ce qui représente 400 000 camions, ce qui est quand même un nombre qui commence à faire sens. Et justement, en agrégeant toute cette offre de transporteurs, on permettait d'avoir une solution extrêmement intéressante en période de confinement. Et enfin, en plus du prix, de la réactivité, en plus de la capacité de transporteurs disponibles, en fait, on est une société technologique, donc derrière notre outil, il y a l'utilisation de la donnée. Et on se rend compte, la donnée, c'est quelque chose de clé pour les sociétés et encore plus pour les donneurs d'ordre, les expéditeurs, parce qu'en fait, la digestion de la supply chain, elle commence par savoir ce qui se passe. Elle commence par savoir ce qui se passe au point de chargement, au point de livraison, le nombre de litiges, le nombre de soucis au quai de chargement dans tel entrepôt, etc. Donc notre rôle, c'était aussi de donner sur un plateau de la donnée à tous nos partenaires et nos clients pour les permettre d'être plus optimisés et plus efficients. Alors Maxime, donc, moi j'ai une question un petit peu sur ce confinement, une question un petit peu de journaliste, mais qui va intéresser tous les professionnels de la logistique. Est-ce qu'il y a eu vraiment, comme on a pu le dire, des problèmes d'approvisionnement en France? Est-ce que vous avez, senti des tensions à un moment, puisque en tout cas en début de confinement, il y a eu un peu ce débat de savoir si les magasins seraient assez approvisionnés. Est-ce qu'on a été en mesure, est-ce que vous, les professionnels de la logistique, et notamment ce que vous avez pu voir au travers de votre plateforme digitale, est-ce qu'on a été en mesure d'assurer pendant ce confinement, ou est-ce qu'on a été en risque? Ce qui pourrait être une clé pour le futur, par exemple. Alors, moi, je vous donne encore une fois juste notre perspective. Et encore une fois, on est un acteur parmi tant d'autres dans un marché qui est tentaculaire. Mais nous, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une grande partie de nos gros clients pour qui on réalisait une partie de leur plan de transport régulier en camion partiel ou complet, qui pendant
la crise où on a vu quand même les gens se ruer dans les supermarchés, et on a tous vu ces images aux infos, ont dû se ruer sur une augmentation de leurs camions à la journée, quoi. Donc, en fait, on a eu un déversement de notre plan de transport régulier sur des transports spots qu'on devait réaliser dans l'urgence. On a eu, pour des marques comme Coca-Cola ou pour Casino, des demandes extrêmement fortes de transport spot à réaliser en un temps record pour pouvoir approvisionner les centrales d'achat et les magasins. Mais on n'a jamais vraiment été en danger, visiblement. On n'a pas été en... En fait, si vous voulez, nous, on ne l'a pas vécu comme un danger parce que quand vous avez, encore une fois, un outil qui est extrêmement réactif avec une capacité de dizaines de milliers de transporteurs qui peuvent se greffer à cet outil et à aider en cas de souci en étant des backups, on va dire, vous limitez le risque. Le vrai risque, il est quand vous travaillez, je veux dire, à l'ancienne avec 2-3 transporteurs sur une ligne en particulier et que vous faites planter par les 2-3 transporteurs quand vous expédiez vos 10 complets de pâtes pour la centrale d'achat de Carrefour du Sud-Ouest, quoi. Alors, reprenons un petit peu au début. L'idée d'Everode, donc vous arrivez dans un secteur, vous êtes un professionnel du digital, vous avez montré vos savoir-faire dans différentes startups. Donc l'idée pour vous, c'est de digitaliser à grande vitesse un secteur qui ne l'était pas. Donc Everode aujourd'hui, c'est la première plateforme digitale en France. Alors, on est, pour utiliser des mots que tout le monde comprend, un commissionnaire de transport digital. Donc déjà, on est un commissionnaire de transport sur le plan légal, hein. Moi, j'ai passé ma formation et mon attestation il y a maintenant 3 ans et demi. Donc Everode est un commissaire de transport, on est un commissaire de transport digital dans le sens où on veut utiliser les moyens technologiques pour rendre le fait de transporter des marchandises d'une manière beaucoup plus transparente, beaucoup plus efficiente, beaucoup plus économique et beaucoup plus positive et verte pour l'environnement. Ça passe par plein de choses. On a un outil qui permet de gérer les transports spots pour nos clients. On a un outil qui permet de gérer les appels d'offres et les plans de transport réguliers. On a un outil qui permet également à nos partenaires transporteurs de gagner un temps fou dans l'opérationnel en pouvant prendre les lots qui leur correspondent au bon moment, en leur faisant gagner également des points de marge à la fin de l'année, en leur donnant des outils pour mieux gérer leur facturation et leur système de comptabilité. Donc ça, c'est une majorité d'outils qu'on a développés. Et après, on a été plus loin. On a lancé, par exemple, l'an dernier, un programme. Alors là, je parle plus pour la partie transporteur, mais un programme qui s'appelle Everode Boost, qui permet de créer des partenariats de grande ampleur sur le périmètre français et européen pour aider nos amis transporteurs sur différents fronts. Donc, on a un partenariat avec DAF qui permet aux transporteurs d'acheter des camions moins chers. On a un partenariat avec Bridgestone qui permet aux transporteurs d'acheter des pneus moins chers. On a des partenariats avec des cartes d'essence comme DKV qui permet aussi d'acheter moins cher le carburant à la pompe. Et on continue, si vous voulez, d'aller dans cette direction. Pour continuer à ajouter de la valeur en fait à toute la chaîne du transport routier. Et donc ça, si je comprends bien, c'était, je ne suis pas spécialiste de la logistique, mais c'était une façon un peu nouvelle d'approcher le secteur, cette plateforme digitale. Ça n'existait pas réellement sur le marché français, en tout cas à cette échelle-là. Non, alors ça existait, moi quand j'ai démarré sur le marché américain, sur le marché chinois, sur le marché indien, et aux prémices d'Everode, il y avait déjà la concurrence digitale avec d'autres sociétés comme Chronotruck, comme Freightlink en France et d'autres en Allemagne, en Espagne, qui se lançaient. Donc on est un petit peu arrivés, si vous voulez, tous au même moment. Mais ce que je tiens à dire, hein, c'est que on est là pour rendre les choses plus efficientes par rapport à un commissionnaire de transport classique. Maintenant, la finalité reste la même. Je pense que ce qui change drastiquement, c'est la façon de le faire et c'est la façon d'utiliser des moyens novateurs
pour exécuter du transport. Il faut quand même le rappeler, et je caricature à peine, et je sais que souvent ça en fait grincer des dents, mais enfin, je veux dire, les Bechenker, les Jeffco, les Geodis, on les connaît bien parce qu'on a une grande partie de nos équipes qui viennent de ces sociétés-là. Encore aujourd'hui, de temps en temps, pour envoyer un complet de palettisé de Paris à Marseille, vous devez passer en salle d'affrètement une quinzaine de coups de téléphone. Vous devez imprimer et faxer des documents de transport et vous avez souvent sur une ramette de papier des classeurs qui vous listent un petit peu tous les transports réalisés avec la facture, la CMR qui sont empilés dans des grandes étagères. Ça, c'est la façon dont ça existe encore aujourd'hui pour une grande partie des transports. Ce qui est certain, c'est que dans 10 ans, ça n'existera plus. On peut tous prendre un parallèle qu'on a déjà vécu. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'allais avec ma mère rue de Rivoli dans une agence de voyage pour acheter 2 billets de train et réserver une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, là, on est 54 aujourd'hui dans le webinar. Je ne pense pas que des gens font encore la queue pour aller parler à une personne dans une agence de voyage pour réserver un billet de train pour aller à Barcelone et une nuit d'hôtel. Alors justement, Maxime, vous avez démarré un peu sur un modèle de start-up. Vous avez commencé par faire des levées de fonds. Notamment, je sais que vous avez fait une levée de fonds de 18 millions dans les premiers mois de votre existence, les premières années. Et puis, l'année dernière, en fin d'année, enfin, il y a quelques mois, vous avez décidé de vous rapprocher d'une société allemande, Sender. Alors pourquoi cette solution? Pourquoi n'avez-vous pas continué à vous développer finalement un peu par vous-même avec une nouvelle levée de fonds, avec l'entrée de nouveaux actionnaires, éventuellement des grands transporteurs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été un petit peu les raisons de ce choix de cette fusion qui est donc votre actualité importante au niveau corporate, ce rapprochement avec Sender? Oui. Alors, déjà, moi, quand j'ai démarré Everroad, il y avait 3 choses qui me drivaient profondément. La première, c'est de créer un leader européen. Parce qu'en fait, dans notre industrie, on doit forcément raisonner à l'échelle européenne. La deuxième, c'était de diminuer les émissions carbone en Europe. Et la troisième, c'était de créer une société où l'emprise, la marque humaine était très forte. Parce que je fais ce métier-là parce que j'adore travailler avec des gens et je voulais une société où les gens soient heureux de rester, de continuer, de se voir évoluer. Pour réaliser ces trois grands projets, je savais qu'il allait me falloir du temps et de l'argent parce qu'on ne crée pas un leader européen dans un garage. Donc je suis allé taper à la porte des grands investisseurs financiers comme Xavier Niel, comme Pierre Kosciusko-Morizet de Price Minister, comme Jacques-Antoine Grandjean de vente privée. J'ai réussi à lever d'abord 2 millions d'euros, ce qui m'a permis de démarrer le produit, de recruter une première équipe d'une 30aine de personnes. Un an plus tard, on levait 16 millions d'euros auprès de plus grands partenaires financiers. On arrivait à une équipe d'environ une centaine de personnes aujourd'hui. Et l'an dernier, je réfléchissais à l'étape d'après, comment passer la vitesse supérieure. Soit on avait l'opportunité de continuer par nos propres ailes, on va dire, et de continuer à se développer, soit on pouvait décider d'accélérer notre développement en fusionnant avec une autre société. Et parmi les sociétés avec lesquelles je parlais, Sender était aujourd'hui dans ce qu'on fait le leader incontesté en Europe. Ils ont levé plus de 100 millions d'euros dans les 24 derniers mois, ce qui est quand même une somme assez astronomique. Ils ont la position de market leader dans le marché allemand, qui est un marché extrêmement difficile à pénétrer, aussi difficile, je dirais, que le marché français. Donc en fait, quand on a commencé à évoquer cette fusion, on s'est dit qu'on pouvait lier le numéro 1 français, numéro 1 allemand, avoir une assise financière extrêmement confortable pour le développement des prochaines années et pouvoir aussi rassurer nos grands clients expéditeurs en se disant qu'on allait être plus fort pour servir les Unilever, les Procter & Gamble, les Auchan, etc. Et c'est ça, on va dire, coulé sous le sens. Et pour moi, c'était une accélération pour aller réaliser notre objectif d'1 milliard de chiffre d'affaires en 2024, qui est maintenant quelque chose de plausible. Alors, l'alliance Everroad by Sender, comme vous l'appelez, c'est combien de personnes aujourd'hui? C'est quel volume de chiffre d'affaires et c'est combien de transporteurs? Globalement, quels sont les chiffres clés de votre activité aujourd'hui?
Oui, alors quelques chiffres clés. Nos deux sociétés ont levé plus de 120 millions d'euros, c'est quand même assez élevé. On est aujourd'hui 450 dans la société. Sur plusieurs pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la Lituanie. Donc on est dans 6 locations. On travaille avec plus de 10 000 sociétés de transport, soit 400 000 camions. On a plusieurs centaines de clients expéditeurs, mais je dirais qu'on en a 200 d'une taille extrêmement importante. On doit avoir 200 un peu sociétés, on appelle chez nous enterprise, qui réalisent toutes, si vous voulez, plus de 100 millions de transports à l'année. Donc, ils font partie des plus grands expéditeurs européens. Et on réalise aujourd'hui plus de 35 000 chargements par mois, ce qui commence aussi à pas mal peser. Donc, et on est juste au début, on va dire encore de l'aventure parce qu'on n'a que 4 ans. Et comme je vous disais, où on souhaite aller en 2024, c'est réaliser 1 milliard de chiffre d'affaires. Et alors, est-ce que vous êtes partie intégrante dans cette fusion et partie intégrante du projet, ou est-ce que vous allez vous voler vers d'autres aventures? Est-ce que vous restez dans ce projet Everroad by Sender? Alors moi, je reste bien évidemment dans ce projet-là. Moi, comment je vois les choses aujourd'hui, c'est j'ai terminé le premier chapitre d'un livre extrêmement palpitant. Et là, on attaque le deuxième. Et on verra où celui-là va nous mener. Mais moi, aujourd'hui, bien évidemment, je reste, ainsi que toute l'équipe de management et l'équipe d'Everroad. Et en plus de simplement rester, on est tous extrêmement contents de prendre part à ce projet. Et on a également communiqué sur un plan massif de recrutement pour l'année 2020-2021. Là, on va quasiment doubler la taille des effectifs en 12-18 mois. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si j'étais un investisseur et que vous deviez me pitcher en quelques mots, en quelques phrases, en quelques minutes, pourquoi les plateformes digitales sont devenues incontournables sur le marché de la logistique? Oui. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous allez parler à des grands expéditeurs comme les plus grands faiseurs en Europe, ce qu'ils vous disent, c'est que c'est compliqué d'avoir accès à toute la capacité de transporteur parce qu'elle est extrêmement fragmentée. C'est un problème. Le digital permet de le résoudre. C'est extrêmement complexe d'avoir un prix en temps réel et un prix qui est considéré comme juste. Juste, j'entends par là, validé par tous les paramètres d'offres et demandes que peuvent vous sortir des algorithmes, ce que font des plateformes digitales. C'est extrêmement complexe d'avoir de la visibilité sur votre transport. Où est votre palette, où est votre camion, où est votre marchandise, est-ce que vous allez avoir du retard au point de chargement, au point de livraison, etc. Quatrième point, ça permet de résoudre aussi l'énorme problème RSE que doivent faire face aujourd'hui les grandes entreprises en ayant une problématique d'acheter du transport vert et positif pour la planète. Donc en fait, la capacité, le prix, la visibilité, la transparence et l'aspect, on va dire, green planétaire, c'est des éléments qui sont extrêmement cruciaux et qui sont amenés et poussés par les plateformes digitales aujourd'hui en Europe. Et c'est pour ça que si vous liez toute cette dynamique-là, vous pouvez créer un leader du transport routier, commissaire de transport, qui en plus d'atteindre un chiffre d'affaires extrêmement intéressant, va également aussi, d'un point de vue investisseur, dégager des marges, des EBITDA plus intéressantes. Aujourd'hui, si jamais on fait de l'optimisation, il faut aussi le dire, c'est pour permettre d'avoir des marges qui vont être supérieures par rapport à des acteurs classiques qui aujourd'hui peinent aussi à traverser des situations comme on l'a vécu. Là, vous voyez, il y avait encore un article il y a 2 semaines où Kuehne+Nagel envisage de licencier 30% de son effectif sur le périmètre mondial. C'est énorme pour une société comme celle-ci. Alors justement, vous dites que les plateformes digitales, ça permet de travailler sur les prix. Alors moi, j'ai 2 questions sur cet aspect-là. D'abord, est-ce que globalement, les plateformes digitales ont
fait baisser les prix ou est-ce qu'elles ont plutôt amélioré la qualité plutôt que faire baisser les prix? Et deuxièmement, est-ce que la récession mondiale qui s'annonce, est-ce que la crise économique majeure qu'on est en train de vivre va avoir des répercussions importantes sur l'offre et sur la demande en matière de transport, d'après ce que vous pouvez voir avec vos différentes... Alors, la première question, première réponse, je ne pense pas que les plateformes digitales ont historiquement, depuis 4 ans, là, fait baisser les prix. Je pense que ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont déjà ramené plus de transparence. Il ne faut pas l'oublier, on est dans un secteur qui est complètement opaque. Hein. Et si une grande partie du chiffre d'affaires des commissaires de transport a été fait depuis des décennies, c'est sur l'opacité. Nous, on a ramené de la transparence et dans tous les secteurs où vous avez de la transparence, in fine, c'est bon pour chaque personne autour de la table. Et au-delà de la transparence, je pense qu'elles ont amené de l'optimisation. Et amener de l'optimisation, ça a permis de permettre à des expéditeurs d'expédier leurs marchandises d'une manière un peu plus efficiente et un peu moins chère, et de l'autre côté d'avoir un transporteur qui a pu, si jamais il lui restait 3 mètres de plancher avant de rentrer chez lui, prendre 1 ou 2 palettes pour pouvoir avoir quelques dizaines, centaines d'euros en plus qui lui permettent d'avoir des meilleures marges à la fin de l'année. Donc je pense que c'est positif et win-win des deux côtés. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, alors effectivement, on voit les PIB des pays occidentaux et pas que, qui sont à la baisse, ce qui, avec le potentiel risque d'avoir bien évidemment des baisses de la consommation, etc. Mais encore une fois, ça reste à vérifier parce qu'on injecte tellement d'argent dans l'économie qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, mais même en lisant l'actualité, personne ne sait comment ça va se répercuter sur la consommation. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'à notre petite échelle, on représente encore des pourcentages assez petits dans le plan de transport des grands groupes. Donc, c'est pas comme si on avait 100% du transport d'un Unilever et Unilever perdait 20% de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, on allait être touché. Nous, on est encore nouveau dans le marché et en fait, quand on parle aux grands donneurs d'ordre, on a encore une fois tout à gagner, même de ces périodes un peu délicates sur le plan économique. Je vous donne un exemple, on a un de nos plus gros expéditeurs, une société dans le retail qui nous a dit, moi il y a 4 ans, 0% de mon plan de transport était donné aux plateformes digitales, c'est un peu normal, on n'existait pas. Aujourd'hui, j'en donne 4%. D'un budget de plusieurs centaines de millions d'euros quand même. Et j'ai un plan pour en donner entre 30 et 40% sous 5 ans. Donc la croissance là va être exponentielle pour les plateformes digitales comme la nôtre, parce que dans toutes les perspectives des grands groupes de digitalisation de la supply chain, de réflexion à comment mieux optimiser, etc., on fait partie des problématiques et des acteurs centraux, quoi. Et on le voyait, hein, il y a 4 ans, on devait se battre, faire des pieds et des mains pour obtenir un rendez-vous à la direction supply chain d'un grand groupe. Aujourd'hui, quand on va à la CTL, on est extrêmement content parce que les gens font la queue sur notre stand pour venir parler à nos équipes. Ça, en 4 ans, moi, j'en suis extrêmement fier. Alors, j'ai une question et j'en profite pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent de ne pas hésiter à poser des questions. Il y aura une session de questions-réponses. J'ai plein de questions devant moi, là, si vous voulez, je peux commencer à en prendre. Ça dépend comment vous voulez les modérer. Moi, je vais les prendre parce que ça va me permettre de faire une petite transition sur le sujet suivant. Nous avons une personne qui nous dit que, globalement, qui nous demande si la plateforme digitale a amélioré la rentabilité en évitant les kilomètres à vide. Et ça me permet de vous relancer. Vous avez répondu en partie à cette question, mais sur la partie qui vous semble importante et qui l'est évidemment, qui est la partie RSE, c'est-à-dire l'environnement, le développement durable. Comment vous, concrètement, au-delà d'améliorer la rentabilité, effectivement, en optimisant les déplacements, vous travaillez sur ces questions de développement durable? Quels sont vos arguments? Alors, il y a 3 axes. Je vais commencer par l'axe traitement de la donnée algorithmique. Aujourd'hui, nous, on utilise la donnée pour permettre une meilleure optimisation des flux de chargement et
réduire le maximum les kilomètres à vide. Ça, c'est un casse-tête infini que certaines personnes essaient de résoudre depuis des décennies. Nous, en ayant des outils digitaux comme et un traitement de la donnée puissant, plus on a de volume, plus on peut y parvenir. On peut combiner 2 camions partiels et en faire un camion complet. On peut s'assurer que sur la remontée entre, j'en sais rien, moi, Nice et Lyon, on va avoir une PME qui va tous les mardis mettre ses 3 palettes dans un demi-camion qui vient charger à Lyon. Donc, nous, on a des équipes qui font que ça, en fait. On a des data scientists, des ingénieurs, où leur boulot, c'est de trouver des formules pour faire de l'optimisation. Ça va être clé. Et d'autres industries l'ont fait. L'industrie de l'hôtellerie ou l'industrie des feux des compagnies aériennes l'ont fait dans les dernières décennies. Et on réapplique, si vous voulez, des principes d'algorithmie pour faire la même chose chez nous. Ça, c'est le premier point. Ça va être l'utilisation de la donnée pour réduire le kilométrage à vide. Et ça fera, in fine, baisser les émissions carbone. Le deuxième point également que je peux vous dire, comme je vous l'ai dit, on met en place une grande solution de partenariat pour nos partenaires transporteurs. Et derrière ces partenariats, il y a une volonté de leur faire gagner de l'argent en achetant un camion moins cher ou un pneu moins cher, parce qu'on trouve que c'est un petit peu dégueulasse qu'un transporteur qui a 1000 camions paye son camion moins cher que celui qui en a 3. Donc on devient, si vous voulez, un grossiste géant. Mais derrière ça, il y a une volonté de notre part de pousser des produits verts, entre guillemets. Donc, on va permettre des réductions sur des camions, mais des réductions plus importantes sur des camions qui polluent moins. On va permettre des réductions sur des pneus, mais des plus grandes réductions sur les pneus qui vont être retraités. On va permettre des réductions sur le carburant à la pompe, mais on va donner des points de fidélité aux transporteurs qui sont d'accord pour offsetter leur plein de carburant en permettant, j'en sais rien moi, de planter des arbres dans l'Amazonie. Donc en fait, on a une équipe maintenant qui fait que de la RSE. C'est-à-dire qui doit réfléchir à comment mettre en place des partenariats de grande ampleur pour, avec du volume, permettre d'aller dans une direction plus verte. D'accord. Et donc oui, effectivement, cet aspect impact reste très très important. Alors, donc je rappelle à tous nos auditeurs qu'effectivement vous pouvez poser vos questions, quelles qu'elles soient, même les plus techniques et même les plus indélicates. On verra si on y répond ou pas. En tout cas, pardon. Oui. Et donc j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du futur de ce métier. Quelles sont vos perspectives? Vous dites que vous représentez que les plateformes, pas vous, mais les plateformes digitales représentent 3 à 5% de ce marché. À 10 ans, ça représentera combien? Et puis, quelles seront un petit peu les perspectives de cette activité? Oui. Alors, j'avais donné, je me souviens, il y a 2 ans, une conférence à centre de formation à l'Istelli, pardon, où le but c'était d'expliquer que plus de 70% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc, dans les 10 prochaines années, on va avoir une apparition de nouveaux métiers et une disparition d'anciens métiers. Ça, on le sait. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'investir dans la formation et l'éducation de nos jeunes et de nos enfants, parce que ça sert à rien, et j'avais employé des mots un petit peu durs ce jour-là, mais ça sert à rien aujourd'hui de former des affréteurs, parce que dans 10 ans, ils n'affrèteront plus de la même manière. Ils n'auront plus besoin d'avoir un bottin avec 500 numéros de téléphone, 3 téléphones sur la table et de passer des coups de fil à gauche, à droite. Donc, les métiers du transport vont structurellement être métamorphosés. Ça, il faut juste se le dire. Et c'est déjà en route. Donc, ça aura de l'implication sur tous les jobs des sociétés de transport. Que ce soit sur les jobs du conducteur, le job du dispatcher, le job du responsable d'exploitation. Ce sont des métiers qui vont changer.
Nous, on est là pour accompagner ce changement et pas du tout, souvent on l'entend, souvent on dit le digital tue les emplois, etc. Aujourd'hui, on a besoin de la nouvelle économie pour créer les emplois de demain. Ça, c'est une certitude. Donc nous, on crée des emplois. Hein. Aujourd'hui, on est déjà 450 et on compte atteindre plus d'1 millier de personnes d'ici 3 ans. Mais c'est des emplois qui vont être différents. Même nos affréteurs aujourd'hui, si on garde cet exemple-là, c'est des gens qui passent moins de temps à dire pendant 1 heure, est-ce que tu peux me prendre 12 palettes demain entre Paris et Marseille? Non, ça se fait automatiquement parce qu'on a une machine qui le fait et qui fait de l'affectation automatique. En revanche, nos affréteurs, ils vont passer du temps plus qualitatif avec le client pour comprendre un petit peu quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Donc en fait, on essaie de faire en sorte de réduire les tâches rébarbatives et inutiles pour se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on pense aussi que les plateformes digitales auront toujours un accompagnement humain, mais qui sera beaucoup plus cérébral et à valeur ajoutée qu'un métier classique. Et alors justement, vous parliez tout à l'heure de ce grand acteur du transport qui a annoncé un plan social. Est-ce qu'il y a un risque de consolidation dans ce secteur au niveau des grands transporteurs aujourd'hui? En fait, quand on a un marché fragmenté, c'est le cas, avec un marché à faible marge, c'est le cas, la consolidation, elle est évidente. Elle est évidente. Donc, elle a déjà commencé et elle continue. Elle s'accélère et elle continuera de s'accélérer. D'accord. Et alors, vous êtes un professionnel du digital, vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes dans les startups qui, souvent, à la marge d'un métier, inventent des choses, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de concevoir un peu votre environnement? Est-ce qu'il y a des startups aujourd'hui qui vous ont intéressé? Est-ce que, par exemple, vous pourriez intégrer ou investir dans des startups, quelle que soit la forme? Ouais, alors, je pense que pour démarrer, il y a un bon exemple. Alors moi, comme je vous l'avais dit, je suis arrivé il y a 4 ans dans ces industries. D'année en année, quand on regardait à la SITL pas le rayon, mais les allées de nouvelles sociétés numériques digitales, tous les ans, ça explose. On a de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie appétence, ce qui est bien. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs qui veulent investir dans la logistique et le transport en général. Et je pense que c'est aussi une très bonne chose parce qu'il faut des fonds pour toujours amener des idées à bien. Et après, si je peux vous donner un exemple, ouais, il y a un exemple. Alors, en plus, je connais bien le fondateur et on travaille même avec eux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Maxime Musard de Spacefield. Ils ont monté une super boîte il y a même pas 2 ans, qui fait un petit peu ce qu'on fait, mais pour l'entreposage. Donc eux, ils permettent de consolider toute cette myriade de centaines de milliers d'entrepôts qu'il y a dans notre pays pour permettre de donner des solutions d'entreposage aussi bien aux transporteurs qu'aux expéditeurs et via une plateforme digitale qui permet de gérer la réactivité, le système de pricing et le système de gestion ensuite de la marchandise dans l'entrepôt. Donc ça fait partie, ouais, je pense, des choses notables où on devrait se réjouir. En fait, il y a 4 ans, les plateformes digitales, les nouvelles startups qui arrivaient dans cette industrie étaient énormément décriées, je trouvais, dans le monde du transport et de la logistique. Aujourd'hui, c'est bien de voir que, voilà, on arrête de dire qu'est-ce qu'ils font là eux, mais plutôt qu'est-ce qu'ils font et comment on peut le faire chez nous. Et ça change de perspective. Alors, si on adopte un peu une approche internationale, alors justement, j'ai une question qui porte sur les plateformes digitales, mais aux États-Unis et en Chine et en Inde d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le développement justement de ces plateformes digitales dans ces très grands pays et très très importants pour la logistique? Oui. Alors moi je connais bien du coup parce qu'on leur parle les acteurs chinois et américains. Comme souvent dans les autres secteurs de l'économie, ils ont beaucoup d'avance. Ils ont beaucoup d'avance. Je vous donne un exemple. Et la société
aujourd'hui qui fait ce qu'on fait, mais qui a quand même 10 ans d'existence en Chine, qui s'appelle FTA, Full Truck Alliance, a levé, quasiment 2,5 milliards de fonds des plus gros investisseurs chinois comme Alibaba ou Tencent. Donc on est sur notre perspective. En termes de taille, elle est plus grosse que UPS et CH Robinson réunis en Chine. Ils travaillent avec 8 millions de camions et ils ont mis au point des systèmes de services. Comme je disais, ce qu'on fait, mais à échelle, c'est de devenir des plus gros vendeurs de camions chinois. Donc quand on leur parle, on se sent minuscule. C'est un côté aussi pour moi extrêmement un peu terrorisant. Du coup, c'est pour ça que la volonté de créer des concurrents et des leaders européens, pour moi, c'est une nécessité. Donc, c'est pour ça que je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans le transport et la logistique. Je suis content aussi de voir qu'il y a beaucoup de collaboration avec les jeunes sociétés comme nous et les grands mastodontes du transport. Je vous le disais, aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes. On a un contrat de plus de 100 millions d'euros de transport avec le groupe Casino qu'on a signé l'an dernier. C'est bien de voir de la collaboration entre les grands corporates, on va dire, et les petits jeunes qui débarquent. Donc, voici ce que je peux dire d'un peu de l'étranger et d'où ma volonté d'accélérer surtout en Europe et d'arrêter de regarder les trains passer de chaque côté. Et vous avez des partenariats avec ces sociétés digitales en Inde, en Chine ou aux États-Unis? Ça pourrait être noué de tels partenariats? Aujourd'hui, c'est juste des discussions où on essaie de comprendre comment ça se passe en Chine, en Inde, aux États-Unis et de leur parler un petit peu de comment ça se passe chez nous et du partage d'expérience parce qu'in fine, on est dans la même cour de récréation depuis 4-5 ans. Maintenant, de savoir si jamais comment va se passer les relations avec eux à terme, ça, j'ai pas encore la boule de cristal. Alors, je vous rappelle à tous nos auditeurs qui peuvent on a encore quelques minutes pour poser différentes questions. Alors moi, j'aimerais bien que vous nous disiez, c'est quoi votre feuille de route pour les 5 prochaines années en termes de développement? Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez signé avec un grand compte qui est le groupe Casino à hauteur de 100 millions sur plusieurs années. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous révéler en avant-première en termes de chiffre d'affaires? Vous parlez d'1 milliard de CA en 2024, c'est ça? Ouais, j'aurais rien de croustillant par rapport à ce que je vous ai dit, mais nous cette année, on doit intégrer nos produits et nos équipes entre Eurodescender, donc c'est quand même, il y a du boulot. Le deuxième, c'est de grossir en termes de chiffre d'affaires en leverageant les clients qu'on a de chaque côté pour travailler avec eux à une échelle plus grande. Le troisième, c'est de continuer l'expansion européenne. Aujourd'hui, on est sur 6 pays, je vous ai dit, mais l'Europe est encore beaucoup plus grande, donc continuer les développements géographiques. Et la quatrième, c'est de continuer à travailler sur la perspective RSE et surtout de commencer à montrer des preuves concrètes que ce qu'on fait a un impact positif sur l'environnement. Ça, c'est un petit peu la feuille de route des prochaines années. D'accord, donc tout va bien finalement pour vous. C'est comme vous le disiez pendant la préparation de ce live. Finalement, le confinement a été plutôt un accélérateur à tous les niveaux, que ce soit au niveau humain ou au niveau business finalement pour vous. Ouais, c'était forcément une période assez particulière à gérer avec toute l'équipe, mais je pense qu'on en ressort grandi et plus fort et dans un espace-temps qui a été vraiment accéléré. Ça, c'est bien. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour cette fin d'année? Alors ça, c'est une très bonne question. Je viens d'avoir une petite fille, donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, déjà en profiter un petit peu. Et plus sérieusement, on a vraiment, en fusionnant le numéro 1 français et le numéro 1 allemand, l'opportunité de créer une société qui va bousculer les lignes des plus grands commissaires de transport en Europe. On est en train de réaliser cette intégration cette année. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça nous permette d'accélérer sur notre objectif
d'atteindre nos objectifs financiers dès cette année, quoi. Et c'est ça qui est. Et à partir du moment où on a communiqué là-dessus il y a 2 semaines, on a eu une excellente réaction du marché et des clients, des donneurs d'ordre. On a reçu beaucoup de coups de fil au bureau de mail en nous disant on a envie de vous rencontrer, Everroad by Sender, et on a envie de travailler avec vous. Donc ça, c'est, je pense, la plus grande réussite qu'on peut avoir du fait d'avoir fusionné. Et il faut qu'on continue à aller dans cette direction-là parce que, encore une fois, hein, il y a 4 ans à la ICTL, on avait un stand, on était 3. Aujourd'hui, on est une société de 450 personnes. L'idée, c'est que dans 4 ans, on ait un stand aussi grand qu'XPO Logistics et qu'on puisse, on puisse avoir les plus grands clients qui travaillent avec Everroad by Sender. Bah, en tout cas, merci. En tout cas, aujourd'hui, on peut vous voir sur la SIT Live. Rendez-vous donc forcément l'année prochaine pour la partie physique. On viendra vous voir sur votre stand. Merci beaucoup, Maxime Legardez. Je vous rappelle que vous êtes le CEO d'Everroad by Sender. Alors, en l'absence... Je vous remercie. Un dernier petit mot moi, de ma part. J'ai vu plein de questions à droite, mais ça me démangeait d'y répondre, mais on n'avait pas forcément le temps. Je suis extrêmement facilement joignable et mon mail est tout simple, c'est max@everroad.com. N'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre.